Alors, ben, en fait, ce qu'on va faire, on voulait juste faire une introduction sur c'est quoi la transition, c'est quoi les modèles de transition. Vous parlez d'un modèle initial qu'on avait développé il y a quelques années. On a appris certaines leçons de ça. Puis ensuite, Marc va pouvoir vous présenter un peu plus en détail un peu en quoi ça consiste, tout ça, ce beau programme. Fait que peut-être que vous savez déjà tout ça, mais il y a une différence entre transfert et transition. Transfert, c'est juste la passation des responsabilités d'un collègue à un autre en médecine. Moi, j'envoie, dans le fond, un résumé de dossier à Dr. Keyser, à Marc, puis lui, il prend en charge après. Mais la transition, c'est plus large que ça. C'est de préparer le patient et sa famille au transfert. Donc, il y a tout un processus dans tout ça. Puis c'est un défi qui est quand même majeur pour la plupart, quasi la totalité des maladies chroniques. Ici, on va parler d'épilepsie, mais ça peut être diabète, ça peut être des greffés rénaux, des greffés cardiaques. Les embûches ou les défis sont pas mal similaires. Puis pourquoi c'est difficile? Bon, c'est sûr que mettons, on a bâti une relation de confiance. Ça fait 18 ans qu'on se connaît, 10 ans, 15 ans, peu importe. Et puis là, on doit comme cesser cette relation-là, puis dire, ben là, on passe à quelqu'un d'autre. Ça peut quand même être anxiogène. Aussi, la peur de l'inconnu. On change d'hôpital, c'est pas les mêmes lieux physiques, c'est gros, c'est pas la même, c'est ça, on change les lieux de visite, changement d'approche aussi. En pédiatrie, c'est une approche vraiment centrée sur la famille. Quand on voit les patients, les enfants, ben, on parle à l'enfant, mais on parle un peu plus aux parents, dépendant de l'âge, puis on s'adapte. Tandis qu'en adulte, ben, c'est vraiment la personne concernée, l'adulte qui est au centre. Puis la famille est moins impliquée. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis un changement du type puis du niveau de support. Des fois, les commentaires qu'on a, c'est que oui, en pédiatrie, on est un peu plus, j'aime pas le terme, mais maternant ou paternant ou enveloppant, on va dire. Tandis qu'en adulte, des fois, c'est ça, l'approche est différente. Puis en fait, c'est qu'on présume que la personne est relativement plus autonome. Donc, c'est plus la même approche. Puis, il y aurait un sentiment que dans le milieu adulte, il y a un peu moins de place pour exprimer certains aspects psychosociaux, ce qui est probablement vrai, mais qui aussi peut refléter parfois que les ressources ensuite pour faire face à ça, à ces enjeux-là, sont peut-être plus limitées. Donc, on se retrouve là, c'est mon film préféré, puis Ciné Cadeau, c'est en ce moment, là, donc c'est La Maison des Fous. Donc, on essaie de simplifier la vie aux familles et aux patients, puis que vous ne vous sentiez pas comme ça au final. Donc, il y a plusieurs modèles de transition. C'est soit que c'est avec un médecin de famille qui peut s'occuper des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Ça peut être un neurologue adulte en pratique communautaire. Pratique communautaire veut plus dire, mettons, qui travaille en bureau privé, qui ne travaille pas dans un gros hôpital universitaire. Ça peut être un neurologue adulte en clinique spécialisée. Puis là, on peut impliquer des infirmières ou non. Ça peut être un modèle qui utilise les centres de réadaptation, qui des fois continue à suivre les enfants jusqu'à 21 ans. Donc, ça se voit à l'occasion. Il y a un modèle aussi qui peut être intéressant de transition à une clinique conjointe où le neurologue pédiatrique et le neurologue adulte peuvent être présents en même temps, que ce soit pour un ou deux rendez-vous initialement. Ça, c'est sûr que c'est plus facile quand c'est le même lieu physique, quand c'est dans le même hôpital. Pour notre réalité à nous, il y a Sainte-Justine puis le CHUM. C'est pas à côté, puis c'est un peu difficile à organiser dans la vraie vie. Fait que il y a les enjeux, deux enjeux importants. Ça vient d'un article publié par deux neurologues. Donc, enjeu de maturité du patient puis sa connaissance de la maladie. Ça, c'est sur ça qu'entre autres, on veut travailler. Puis on veut que aussi la communication de l'information soit suffisante puis pertinente. Puis ça, Marc, je pense que tu vas en parler un petit peu plus, mais ça allait assez bien de notre côté. On fait je pense, des bons résumés de dossiers, puis c'est assez bien fait. Donc, je parlais un petit peu des enjeux spécifiques à l'Université de Montréal. On a Sainte-Justine, puis malheureusement, on doit, à un moment donné, transférer. Là, à 18 ans, il faut préparer le transfert. Puis il y a un hôpital adulte principal où on réfère nos patients avec épilepsie réfractaire ou épilepsie complexe, puis sclérose tubereuse, c'est le CHUM.
On avait un premier comité qui a été débuté en 2014, Sainte-Justine-Chum, puis on faisait l'emphase sur la transition, encore une fois, des patients avec épilepsie. C'était un comité formé d'infirmières, de médecins puis de gestionnaires. On était bien excités de ça. Ça venait en fait d'un don d'une famille. Malheureusement, il y avait dans le processus de transition, il y avait leur fille là pour en fait, de noyade dans le bain. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça, mais eux autres, ils s'étaient dit que la transition, ça allait être leur cheval de bataille. Donc, ils s'étaient impliqués puis ils avaient donné un certain montant d'argent pour ce programme-là. On s'est inspiré d'un modèle qui impliquait les infirmières cliniciennes, un modèle qui avait été développé à Edmonton, puis qui avait comme un programme d'autonomisation des ados en vue de leur transfert en milieu adulte. Il y avait d'excellents taux de satisfaction. Puis, fait que nos objectifs, c'était, on voulait continuer le processus de transfert de connaissances, tout en reconnaissant les particularités des ados, puis l'impact aussi d'une maladie chronique chez les ados, un autre niveau de complexité. Préparer le patient puis sa famille aux différences que j'ai mentionnées entre le milieu pédiatrique et adulte pour que disons, c'est pas un bon mot, mais le choc ou la surprise ou l'étonnement des changements soit moindre. Développer des compétences en anglais du self-care ou disons comme être capable de prendre soin de soi des adolescents avec maladies chroniques, améliorer leur bien-être puis leur autonomie. Le programme initial, on avait deux axes. Il y avait un programme adapté pour les enfants qui n'avaient pas les capacités cognitives suffisantes pour le programme Passage, le programme donc éducatif puis d'autonomisation. Puis ensuite, l'objectif aussi, c'était d'évaluer la performance ou les impacts de ces programmes-là. Fait que dans le fond, il y avait un recrutement par le médecin. Puis ensuite, on identifiait dans quelle branche le patient allait s'en aller. Puis c'était un programme qui était basé sur le travail des infirmières cliniciennes. Mais le programme, en fait, au final, ça a dû être cessé parce que, pour plusieurs raisons, mais une raison principale, c'est que la famille qui avait fait les dons n'avait plus de source de financement au final. Donc, on n'a pas eu de financement. Puis aussi, l'autre aspect, c'est que la COVID ne nous a pas aidés parce que dans un contexte où les ressources étaient limitées, les infirmières étaient affectées plutôt à des tâches, disons, jugées plus prioritaires. Puis dans notre système, la transition, c'est rarement quelque chose qui est jugé comme prioritaire. Il y en a qui trouvent que c'est même, on va dire, c'est du luxe par rapport à d'autres patients aux soins intensifs, tout ça. On peut comprendre, mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre l'emphase là-dessus quand même je pense que ça a un impact important de favoriser cette période vraiment critique de la vie d'un patient. On a besoin de mesurer les impacts des interventions qu'on fait. On investit beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. On veut savoir est-ce que c'est vraiment utile. L'autre chose, c'est d'impliquer les patients et leurs familles. Dans le précédent modèle, sur notre comité, il n'y avait personne, il n'y avait pas de patients, il n'y avait pas de famille. Et donc, on est conscient qu'il faut les impliquer. Puis sur le comité, il y a des parents partenaires. Marc aussi a piloté une série de focus group. Puis on va prendre en considération les commentaires, les suggestions pour essayer d'améliorer le programme. Aussi, importance pour nous de collaborer avec les autres initiatives de transition au sein de notre institution. Entre autres, à Sainte-Justine, il y a le programme appelé Parachute qui est très actif puis qui fait aussi de la recherche en transition, qui a certains supports. Il y a eu un congrès récemment, Parachute, où on a présenté. Puis aussi, en fin de semaine, justement, Marc et moi, on était à Vancouver pour présenter le programme à un congrès canadien de pédiatrie dans la section sur la transition. Fait que c'est important de collaborer, d'aller chercher des idées et des inspirations ailleurs, des gens qui font des belles choses. Donc, moi, c'était en très peu de temps, là, un petit peu la mise en bouche et puis ensuite, je vais laisser la parole à Marc pour vous dire un peu, c'est ça, qu'est-ce que c'est TECUM, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ça. Veux-tu que j'enlève mon partage? Je vais enlever mon partage. Puis tu vas oui, je pense que ça va être mieux. C'est parfait. Je crois. Là, oups, attends. Donc,
commencer ma présentation. Je crois qu'il faut que je la commence en premier. Et puis, voilà. Ici, vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. Excellent. Donc, merci Philippe pour cette première partie, et puis l'introduction aussi. C'était parfait. Donc, oui, maintenant, en fait, première chose, désolé que vous allez voir comment je vais parler un peu de notre plan avec cette série de symposiums, que le plan en général est que ce soit des événements qui sont hybrides, mais cette fois-ci, il a fallu comme annuler la partie en présentiel parce que j'ai attrapé la COVID cette semaine. Donc, voilà, désolé pour cela, puis aussi ça m'explique pourquoi ma voix parfois peut-être va changer un peu, mais oui. Donc là, je vais vous présenter dans 10-15 minutes un peu le programme, nos plans actuels. C'est certain que c'est pas tous nos plans, puis ce sont des plans qui sont en train d'être modifiés, mais, surtout avec la rétroaction des gens, des collègues, en fait, comme Philippe a mentionné, des groupes de discussion que nous avons fait récemment, qui a fourni comme plein de rétroactions très intéressantes. Donc voilà, donc le programme est TECOM. C'est un programme que actuellement on est chanceux d'être supporté par du financement d'un programme de la Banque TD, du financement qui est garanti pendant au moins 5 ans. TECOM, c'est un acronyme pour Transition en épilepsie complexe de l'Université de Montréal. Une question, un sujet qui a été soulevé durant les groupes de discussion, qu'est-ce que ça veut dire complexe? En fait, il n'y a pas de vraie signification médicale. C'est quelque chose qu'on a mis parce qu'on voulait comme souligner comment l'épilepsie peut être complexe, comment cette période de transition est complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut exclure certaines personnes avec l'épilepsie. Non, le programme est là pour tout le monde. Donc, quand on a commencé à développer ce programme, avec notre expérience à l'Université de Montréal, on avait décidé qu'il y avait certaines priorités au début. Une priorité était la durabilité, qu'on voulait avoir un programme qui serait facile à continuer, qu'il y aurait du travail au début, absolument, du travail à faire en amont, mais que après que cette période plus difficile au début est faite, que le continuer serait quelque chose de plus faisable, qu'avec un minimum de ressources, on serait capable de continuer, que la pérennité était importante. On voulait un programme qui était qu'on pourrait mettre à l'échelle, que le focus maintenant, au début, c'est le réseau Université de Montréal, donc c'est Justine et le CHUM, mais que nos travaux, nos efforts soient utiles pour le restant de Montréal, en fait pour la province et peut-être même pour le pays. Et finalement, on voulait incorporer un certain plateforme de recherche, une plateforme de recherche pour nous, c'est une façon de mesurer l'impact, la performance du programme. C'est une autre façon de s'assurer sa durabilité si on est capable d'établir, de démontrer son impact. On a développé 4 piliers, 4 piliers, 4, on peut dire, valeurs qu'on voulait garder en tête pour notre programme de transition. Le premier étant adopter une approche biopsychosociale. Je peux vous dire qu'une chose qu'on a appris avec les groupes de discussion est que ce terme, en fait, pour les patients, pour les parents, n'a pas beaucoup de signification. Donc, ça, c'est en fait une chose qu'on va probablement changer sous peu, c'est au lieu de dire biopsychosocial, c'est un peu jargon médical, de dire on veut une approche globale. L'autre pilier, c'est les connaissances. Donc, comme Philippe a mentionné que l'importance de
de favoriser les connaissances chez les patients et les parents. Autonomie, autant que selon les capacités du patient, certainement, on veut favoriser son autonomie. Et puis finalement, on voulait un programme qui est accessible. Donc, comme j'ai mentionné, l'idée qu'on peut le mettre à l'échelle, que c'est pas juste les gens qui demeurent à Montréal, qui près de nos 2 hôpitaux, qui sont suivis dans nos cliniques, que on voulait quelque chose qui pourrait bénéficier à autres personnes, peut-être même à l'échelle nationale. Ouais. Comme Philippe a mentionné, nous avons un comité de transition. Notre coordinatrice qui est Yanning Zhao. Nous avons nos membres médecins, moi et Philippe. Nous avons des membres infirmiers et aussi, nous sommes chanceux d'avoir 2 membres de la communauté, Mélissa Côté et Jennifer Damiani. Des parents de enfants avec épilepsie. Pour commencer, on a décidé sur 3 initiatives prioritaires. C'est certain qu'on vise autres initiatives dans le futur, mais on a décidé de commencer avec celle-là. Le premier, c'est une série de questionnaires, les questionnaires TECOM, pour mesurer le bien-être des patients. La deuxième, c'est une série de symposiums. Celui maintenant, c'est le premier de cette série de symposiums. Et finalement, le site web TECOM. Je vais le présenter un peu après. Donc, le questionnaire, TECOM, juste pour expliquer c'est quoi le but avec ce questionnaire. Donc, c'est une série de questions et questionnaires. Et le but, il y a plusieurs buts, en fait. Le premier, c'est d'aider nos patients à mieux comprendre leur état. C'est un peu de rétroaction. C'est pour aider les médecins à mieux connaître leurs patients, hein, parce que ça collecte des données, des informations qui sont très importantes pour le médecin. Et puis finalement, c'est une façon pour nous de mesurer l'impact de TECOM, de suivre comment ces mesures, les réponses à ces questions changent avec le temps. Il y a 3 versions. Donc, ça revient à l'idée de accessibilité. On peut pas juste avoir une version. La version la plus longue, en fait, c'est celle qui est pour les adolescents ou jeunes adultes sans déficience intellectuelle, donc les patients. Les 2 autres versions qui sont plus courtes, les 2 versions pour des parents. Donc, les parents d'enfants avec des I, puis des parents d'enfants qui n'ont pas des I. Bien sûr, parce que les situations, ils ont certaines choses qui sont en commun, mais beaucoup de différences aussi, bien sûr. Quelles sont les informations qu'on va collecter avec ce questionnaire? Donc, des choses de base comme le nom, qui est votre médecin de famille. On va aussi essayer d'utiliser ces questionnaires pour aider, parfois, fournir des informations. En fait, j'ai déjà mentionné comment on veut que ça se fasse comme une façon de donner de la rétroaction aux patients. Une façon initiale, c'est de s'assurer, si vous n'avez pas de médecin de famille, qu'au moins, vous savez comment vous mettre sur la liste d'attente pour un médecin de famille. Aussi, autres questions qui sont, bien sûr, ça dépend de la situation spécifique, mais qui, pour beaucoup de jeunes avec épilepsie, sont importants, incluant la scolarité, le niveau d'autonomie, la conduite automobile, contraception, planification pour une famille. Bien sûr, peut-être c'est pas le moment qu'on va commencer à avoir une famille, mais c'est bien vers cet âge de fin adolescence, début jeune adulte, que c'est bien de comprendre quelles sont les particularités en termes de planification de la famille et de la contraception en lien avec l'épilepsie. Ouais, le questionnaire ressemble à ceci. C'est un questionnaire qui est en ligne, c'est numérique. J'ai mentionné certaines choses certaines questions de base qui vont demander. Pour la version qui pour les adolescents, pour les patients,
Il y a aussi autres échelles très spécifiques. Ça, c'est sur des scores qui sont très importants pour le suivi clinique. Ce sont des échelles, certaines échelles comme pour le GAN puis le NEDI, ce sont des échelles qu'on utilise en épilepsie à notre clinique depuis longtemps. Ce sont des façons pour nous de mesurer, de dépister, de voir est-ce qu'il y a certains enjeux dans certaines choses. C'est une façon pour nous de voir, de faire un dépistage avant la clinique pour s'assurer qu'on a au moins vérifié qu'il y a un problème majeur. S'il y a un problème, en fait, c'est un indice au médecin que là, il faut poser des questions aux patients sur un de ces sujets qui est flagué par ce questionnaire. En fait, ça facilite aussi les consultations aux autres professionnels. Donc, obtenir des ressources en psychiatrie ou psychologie, par exemple, est beaucoup plus facile quand on est capable de présenter des données objectives comme ça, c'est le score du patient sur cette échelle-là. On inclut aussi des questionnaires qui sont recommandés pour la transition générale, donc une liste de vérification de l'état de préparation à la transition, un readiness checklist, quelque chose qui est beaucoup discuté en transition générale. C'est une façon pour le patient, pour la famille, pour le médecin à comprendre est-ce que ça c'est quelqu'un qui est bien préparé pour ce transfert qui va arriver à 18 ans ou est-ce qu'il y a certaines lacunes à combler. Puis finalement, un questionnaire de satisfaction avec la clinique. C'est juste pour montrer, là, désolé, c'est la version anglaise, mais que la liste de vérification de l'état de préparation que nous avons incorporée, c'est la version de Ontario. Puis l'avantage avec cette liste est que ça inclut des questions spécifiques à l'épilepsie, comme est-ce que vous connaissez les éléments déclencheurs de votre épilepsie, les interactions entre vos médicaments et autres médicaments, c'est important, les enjeux en lien avec la conduite auto, l'alcool, etc. On va diffuser ce questionnaire en utilisant des affiches, des courriels, des textos et des affiches. Voici un exemple d'une affiche qui va être au CHUM. Et l'idée est qu'avec ce code QR, ça vous amène directement au questionnaire. Vous pouvez le faire dans la salle d'attente en attendant le rendez-vous. Pendant ce 5 à 10 minutes, vous auriez le temps à le compléter. On va incorporer aussi des écrans numériques comme dans la photo qui va montrer la même affiche avec le même code QR pour vous amener au questionnaire. Puis bien sûr, il faut que ça soit pas juste quelque chose qui est fait puis oublié. Donc, le patient va recevoir une copie. On va encourager les patients de montrer la copie des réponses au médecin. On travaille sur une façon de s'assurer que le médecin reçoit directement une copie du questionnaire, puis une copie va être mise dans les archives médicales. Donc ça, c'était la première initiative. La deuxième, c'est le symposium, puis, les symposiums éducatifs. Puis maintenant, c'est le premier de ces symposiums, cette série. Le plan, c'est de les avoir tous les 3 mois. Un format hybride. Encore une fois, aujourd'hui, c'est une exception, que c'est juste en ligne. Ils vont être en français, mais pour respecter cette idée d'accessibilité, on a décidé d'utiliser Google Meet parce qu'ils ont une fonction intéressante que les participants sont capables de choisir des sous-titres, un sous-titrage en direct qui est dans une autre langue, donc en anglais ou une autre langue aussi. Il y a plusieurs langues apparemment qui sont disponibles. On veut que ça soit des séances interactives, qu'ils ne sont pas trop longues, qu'on parle la première partie, peut-être la première 30 minutes, et par la suite, on a du temps pour la discussion. Voici l'horaire initial. Vous voyez comment on va focuser sur la responsabilité, l'autonomie, mais on va aussi aborder des sujets comme l'épilepsie en général. Pour les parents connaissent l'épilepsie très bien parce qu'ils gèrent l'épilepsie de leur enfant depuis un long temps, fréquemment. Et pour l'enfant, peut-être, ça va être seulement durant ces périodes de transition qu'ils commencent à comprendre, à mieux connaître leur maladie. Puis des séances comme celle-là, comme la troisième, vont être là pour supporter cet apprentissage qui est nécessaire pour une
transition qui réussit. On va avoir des séances qui vont parler de maladies spécifiques en lien avec l'épilepsie, comme la sclérose supéreuse. Par la suite, des sujets comme les médicaments anti-crise et la grossesse, planification de famille, des enjeux spécifiques. Puis, par la suite, des choses qui sont certainement pertinentes, surtout pour les parents de patients avec déficience intellectuelle, des enjeux comme les troubles de comportement, les questions sociales et juridiques. Et finalement, la troisième initiative prioritaire pour nous, c'était de développer un site web. Développer un site web n'est pas facile, hein? C'est des mois et des mois de planification et puis des mois juste pour le réaliser à la fin, après toute la planification aussi. Ça, c'est la version semi-récente de la page principale du site web. C'est en construction. Le plan, c'est qu'il va être en ligne mi-décembre, en fait, dans une semaine ou deux. Ça va être tecum.ca. Le domaine est déjà réservé, acheté à tecum.ca. L'idée ici est que ça va être notre hub. Donc, toutes les informations, tout ce qu'on fait, toutes les ressources qu'on identifie, tous les symposiums enregistrés vont être disponibles ici. L'idée est que ça soit moderne, facile à utiliser. Voilà. Nous avons identifié certaines priorités pour ce site web. Bien sûr, on va présenter notre programme un peu. On veut que ça fournisse des ressources qui vont être utiles pour les patients et les familles. Donc, en même temps, par contre, notre plan, ce n'est pas de réinventer, de recréer des ressources qui existent déjà. Donc, il va y avoir beaucoup de liens à des ressources qui existent déjà, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, beaucoup de sites sur l'épilepsie, sur la sclérose supéreuse, sur la maladie de Dravet, le syndrome de Dravet, le nerf gastro, ils existent. Mais peut-être on les connaît pas, ils sont pas bien identifiés. Donc ici, on va les regrouper, on va les lister pour que ça soit plus facile à les identifier, les trouver. L'autre priorité en termes de ressources, c'est on cherche des façons, on sait qu'une chose qui est une source de stress pour les familles, les patients, durant cette période de transition, c'est ils connaissent pas les lieux adultes. Que c'est juste un autre hôpital, c'est loin, et on devient accoutumé avec notre centre pédiatrique parce qu'on est là depuis des années. Et donc, nous sommes en train de créer des vidéos. On a déjà fait un tournage au CHUM qui vont être là pour introduire les patients au centre. On commence avec le CHUM, mais éventuellement, quand il y a d'autres centres adultes qui participent, on va les encourager chacun de créer un vidéo similaire qui présente tout simplement, voici notre hôpital, c'est comme ça que vous vous rendez à l'hôpital, voici le stationnement, voici les tâches de la clinique, comment vous vous enregistrez, qui est de l'équipe, les membres de l'équipe. Un autre ressource qu'on regarde, c'est pas, on n'est pas tout à fait certain si ça va fonctionner, mais il y a des moteurs de recherche comme des Google, on peut dire, pour les services communautaires qui existent. Donc, on travaille on essaie de travailler avec ces partenaires pour voir si c'est quelque chose qu'on pourrait incorporer dans ce site web aussi. On n'a pas les ressources pour fournir ces services. On n'a pas de travail social qui va travailler juste pour nous, mais on peut au moins vous aider à identifier les ressources qui existent dans la communauté. Par la suite, bien sûr, ce site web va inclure des calendriers, des enregistrements. On va aussi mentionner des projets de recherche en cours, comme les projets avec les nouvelles molécules, les nouveaux médicaments. Parfois, ça peut être intéressant pour certains patients et leurs familles. Autre initiative possible, moi, je pense, mon impression jusqu'à maintenant, notre impression est que les conseils d'égal à égal, peer-to-peer counseling, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Pour nous, par contre, comme un programme de transition, c'est moins clair comment on pourrait le supporter. Est-ce qu'on va encourager les gens de au moins créer un groupe Facebook ou quelque chose de similaire? Je suis pas certain comment ça va fonctionner, mais c'est quelque chose
si jamais il y a des idées, en fait. Je pense que j'ai l'impression que c'est quelque chose que les patients, les familles apprécieraient. À mentionner que oui, bien sûr, la consultation avec la communauté est très importante. Nous avons nos partenaires communautaires sur le comité de transition. On a réalisé plusieurs groupes de discussion récemment, 3 groupes complétés avec des informations qui ont fourni des informations très importantes. Et là, ma dernière diapo, c'est juste un petit rappel que notre but, c'est de soutenir une évaluation et suivi plus complète pour chaque patient. Par contre, pour l'instant, on n'est pas en mesure de changer la manière fondamentale dont la médecine est faite dans les différents centres et par pédiatriques, adultes, puis certainement pas par les différents médecins aussi. Chaque médecin a sa façon de pratiquer, mais donc, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais on va faire ce qu'on peut pour quand même soutenir les gens durant cette période. Et puis, bien sûr, c'est un partenariat. Le patient est proche aidant, les parents sont des partenaires actifs. C'est quand ils sont des partenaires actifs qu'on a plus de chances de succès. Puis,